Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM, c'est 100.7 en modulation de fréquence et sur la télévision Tru TV que vous suivez donc sur le bouquet, sur la chaîne 254 des bouquets et Canal+. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation d'actualité et sur la table des juges, les enjeux et les défis de l'intelligence artificielle dans un Burkina en proie à une crise multidimensionnelle et qui traverse une situation sécuritaire préoccupante. Sujet dans l'air du temps, au cœur de nombre de forats, sur une matière qui impacte et impactera notre quotidien et qui s'invite dans notre prétoire avec à la barre des convoqués Daouda Konkobo, entrepreneur clean tech et data scientist. Bonjour Monsieur Konkobo et merci d'honorer notre convocation. En face de vous, pour l'instant, le juge Bernard Bougman. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À nouveau, bienvenue dans le prétoire du tribunal de l'actualité. Acte 1 de cette deuxième audience de la 29e semaine de l'année 2023. La traditionnelle séquence des avant-propos que je convoque à présent. C'est le temps des avant-propos de cette audience et nous écoutons juge Bernard Bougman. Merci, président. Mon avant-propos va concerner la situation au niveau de l'ONEA, où le nouveau directeur général qui a été nommé, sa nomination fait grincer des dents. Donc la CGTB section ONEA a écrit au Rhin-Lac. La dernière fois d'ailleurs on en parlait avec le secrétaire exécutif adjoint du Rhin-Lac qui était notre invité. Et donc, il disait qu'il n'en savait pas plus en dehors du courrier qui leur a été remis. La partie gouvernementale exigeant des preuves. Effectivement, ces preuves ont été apportées hier devant une délégation gouvernementale de haut niveau. Parce que quand on regarde la composition de cette délégation, juste pour recevoir des preuves d'une section de la CGTB, autant dire qu'une oreille attentive qui a été accordée. Mais bon, pour un gouvernement qui est vraiment au four et au moulin, mobiliser un tel niveau, je ne sous-estime pas les preuves qui vont être présentées, mais est-ce qu'on avait besoin de toute cette équipe-là pour aller recevoir juste des preuves qui incriminent quelqu'un? Voilà, donc il y a toute une organisation au niveau des ministères. Bon, mais j'ai dit ça doit être des preuves suffisamment lourdes qu'une seule main d'un ministre ne peut pas porter. Donc il fallait envoyer une lourde équipe pour pouvoir recueillir ces éléments de preuve. Donc espérons qu'on les saura. Parce que la curiosité, bon, vous avez un gouvernement qui a le renseignement avec lui, et qui a des enquêteurs avec lui. Donc vous nommez quelqu'un peut-être sans vérification sérieuse préalable, parce que je me suis dit que certainement qu'il y a une vérification sans vérification sérieuse préalable. On doit vous apporter les preuves et maintenant vous faites le devoir de recueillir les preuves auprès des syndicats. J'ai dit alors que il y a aussi des fins limiers au niveau du gouvernement qui pouvaient faire ce boulot. Bon. On verra la suite. Est-ce que nous les aurons? Est-ce que ça va nous être prouvé aussi? Quelle appréciation est-ce que cela va être fait? Quel va être l'impact de cela sur la nomination de M. Traoré? Bon, les jours à venir, on en saura davantage. Mais quand même, ça commence à en faire trop parce qu'il y a 2 ministres qui n'ont pas pu prendre service. On dit qu'il n'y a pas eu suffisamment d'enquête. Et si un tel cas également arrive, alors qu'il y a une loi que l'un des ministres, M. Bazier, d'ailleurs qui fait partie de la délégation, qui est ministre de la fonction publique, il faut voter par rapport aux nominations au niveau des postes de responsabilité d'un certain niveau. Donc, c'est la question aussi qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, appel à candidature? C'est aussi une question qu'on se pose parce qu'ici, il a été dit et défendu que, quoi qu'il en soit, les nominations au poste de responsabilité ne vont plus se faire au hasard. Ça va être par le mérite et non par copain, comme les hommes politiques le faisaient. Si nous étions dans un pouvoir dirigé par un parti politique actuellement, on avait tout le bouquin. Que c'est juste pour des récompenses de copains qui ont financé des campagnes, qui ont aidé ceci. Mais là, nous sommes dans une transition. Comment est-ce qu'on est arrivé là, à telle enseigne que c'est le syndicat même qui vous apporte les preuves, vous recevez, et puis on nous annonce. Donc on attend de voir comment est-ce que tout cela va être traité. C'est ce que j'avais comme avant-propos.
On attend donc de voir. De toute façon, c'est une nomination à polémique et il va falloir donc terminer ce dossier pour avancer sur les chantiers qui nous préoccupent. Nous accueillons donc juge Geoffroy Vara qui vient d'arriver. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président, je m'excuse, j'ai géré des affaires comme vous le savez. Évidemment, c'est toujours comme ça dans notre grande maison et surtout dans notre profession, mais on vous prend en même temps au collet pour un avant-propos. Merci président. Moi, mon avant-propos va concerner le tournoi UFOAB, les U20 garçons. Les étalons du Burkina qui nous font honneur, ils sont qualifiés pour les finales. Et ça sera sûrement entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et c'était face au Togo. 1-0, un but pratiquement à la fin. On leur dit bravo, mais on ne comprend pas pourquoi lorsqu'on arrive un peu plus haut, ça chancelle. On espère que comme on accompagne les enfants, on accompagnera aussi les grands et on aura donc de bons résultats. Ouais. Mais félicitations déjà à eux. Félicitations. Plus on arrive plus haut, plus c'est difficile, juge Varas. Et il faut donc accompagner, comme vous dites. C'est le même garçon qu'on retrouve après. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, il faut conjurer le problème de finition. C'est ça, il faut conjurer le problème de finition. Voici un contrat aussi n'a pas été signé avec un entraîneur pour nous conduire en demi-finale, parce qu'on est habitué aussi à ça. D'accord, d'autant que bientôt c'est la Coupe d'Afrique des Nations, juste à côté, en Côte d'Ivoire, et on doit se préparer sérieusement pour cette échéance afin d'aller plus haut, plus loin. Et plus vite. En tout cas, aujourd'hui, c'est mardi et c'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous parlons de l'intelligence artificielle, de ses enjeux et des défis qu'elle nous impose avec Daouda Konkobo. Il est entrepreneur clean tech et data scientist, mais il est aussi professionnel de l'intelligence artificielle avec une expérience avérée dans des secteurs variés, incluant les énergies renouvelables, les télécommunications, la banque assurance, la grande distribution, le management et la défense. Impliqué dans des communautés discutant des nouveaux défis du big data analytique, cloud, IoT, intelligence artificielle pour l'Afrique, Daouda Konkobo qui dispose d'une vue d'ensemble sur les enjeux techniques, commerciaux et marketing de la data dans une entreprise est fondateur de Allmobi. C'est une start-up simplifiant la confidentialité des données des consommateurs et la personnalisation à grande échelle. Il nous éclaire aujourd'hui, cher juge, sur les enjeux et les défis de l'intelligence artificielle au Burkina, mais aussi sur les interactions de cette intelligence artificielle, sur la protection des données personnelles. Alors, qui s'y colle en premier? Oui, Bernard Bougma. D'accord, c'est juste une question pour savoir, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi il est vraiment question? Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, bonjour monsieur le juge. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, il s'agit simplement d'un programme qui est capable de se comporter, au fait, d'une certaine façon, à imiter l'esprit humain. C'est tout simplement ça. Donc, ce n'est pas explicite nécessairement des machines que vous voyez comme les drones, comme des robots. Ils contiennent ce qu'on appelle des codes, et c'est ce code-là qu'on appelle système intelligent. Donc, une intelligence artificielle, c'est un système, un ensemble de codes qui va prendre la donnée et qui va se comporter de manière inattendue par un être humain, sans que souvent ces comportements ne soient programmés à l'avance. Donc, en termes simples, c'est ça un système intelligent. Oui, je vois. Si je comprends bien, oui. C'est-à-dire que le plus abouti, oui, c'est ce que nous avons regardé dans le cinéma, où on a un robot qui sert d'abord un homme et puis après, peut décider par lui-même ce qu'il veut. Exactement, ce n'est même pas les plus aboutis, déjà. Donc, mais ce sont les formes par lesquelles on peut vulgariser le travail qui se passe derrière cette boîte-là, cette machine qui salue la main d'un humain, qui tient la main d'un humain. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs catégories. On dit IA faible. Et ce que vous avez vu, ce sont des robots humanoïdes qui correspondent au fait, qui fonctionnent selon des tâches spécifiques. Donc, on dit IA faible car on est dans un secteur précis et on fait un programme pour répondre à des besoins particuliers. Donc, mais les IA fortes, en fait, peuvent considérer n'importe quel secteur et souvent peuvent prendre conscience de leur propre existence.
et se conduire de façon totalement inattendue, et de façon non programmée d'ailleurs. Et ça n'existe pas encore aujourd'hui, beaucoup. Mais on a l'impression que c'est vers cela que ceux qui sont dans la recherche sont beaucoup plus en train d'étendre. C'est-à-dire, on a l'impression que ce qu'on veut de la machine, c'est qu'elle soit capable par elle-même d'arriver à faire certaines choses qui ne sont pas de l'ordre de ce qu'on lui a demandé au préalable, mais qui sont de l'ordre du traitement de données et de sa capacité à pouvoir, à partir de cela, entreprendre. Bon, c'est comme ça qu'on va dire. Exactement. Mais est-ce que c'est pas dangereux? On fait d'abord les généralités, avant de venir dans des cas de services dans notre quotidien qui peuvent être intéressants. Est-ce que, à la limite, parce que pour certains, c'est ce que ça peut pas être dangereux à un moment donné? Effectivement, cela peut être dangereux si c'est mal utilisé. Okay. C'est comme une arme. Donc, on a fabriqué l'arme pour se protéger. Mais il y en a qui l'utilisent pour tuer. Donc, n'importe quel outil, lorsqu'il est mal utilisé, ça devient dangereux. Mais on ne va pas s'arrêter seulement qu'à ces dangers. Il faut voir les opportunités que ça offre pour améliorer notre vie, pour faciliter notre quotidien, pour nous aider à s'affranchir de beaucoup de problèmes que nous vivons, surtout dans un contexte de sous-développement. D'accord. Ok. Oui, en d'autres termes et en deux mots, l'homme a créé la machine et la machine façonne aujourd'hui l'homme. Aujourd'hui, si vous allez sur certaines pages, c'est une machine qui vous demande de montrer ou de prouver que vous n'êtes pas un robot. Oui, effectivement, ça c'est lié au fait, c'est pour contrer les actions de certains individus mal intentionnés. Vous savez, lorsqu'il y a une automatisation, il y en a aussi qui veulent en profiter pour se faire des sous. Donc, ou bien même, si les concurrents même peuvent venir pour brouiller le taux d'accès à votre page. Donc, du coup, il y en a qui ont vécu au fait des situations où on a mis des robots qui ont essayé de surcharger leurs bandes passantes. Donc, partout dans le monde, il y a ces scripts-là, il y a ces outils-là qui permettent de vérifier si vous n'êtes pas un homme avant de commencer à vous donner l'accès à leurs services. En tout cas, Einstein avait dit qu'il arrivera un jour sans doute où la machine dépassera l'homme. Peut-être qu'on est arrivé à ce point-là. Nous parlons aujourd'hui d'intelligence artificielle, nous parlons de big data. Évidemment, ces domaines jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la transformation sociale, économique et technologique du continent, mais offrent aussi de réelles opportunités pour améliorer la qualité de vie des individus et renforcer la sécurité dans divers aspects de la vie quotidienne. Alors, monsieur le juge, c'est à vous. Nous avons un spécialiste de la question sur le plateau aujourd'hui. L'intelligence artificielle est devenue une donnée quotidienne de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? Bernard Bougman? Oui, il a défini l'intelligence artificielle. On parle également de big data. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire également, ce terme technique? En fait, quoi? Ce terme technique, il est aussi simple que ça. Ce sont les données que vous manipulez au quotidien, qui ne sont pas formulées de façon très simple, comme dans un fichier où vous avez nom, prénom, âge, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous vous connectez sur votre téléphone, vous partagez des photos, vous partagez des vidéos, vous écrivez souvent, vous partagez des positions géographiques. L'ensemble de ces données-là, qui proviennent de plusieurs sources, et l'ensemble de ces données que vous partagez, même souvent tard dans la nuit, à n'importe quel moment, et l'ensemble de ces données qui stressent les plateformes, qui les permettent de les stocker, on les a nommées Big Data. Donc, finalement, on dit Big Data parce qu'elles arrivent chez le propriétaire, le fournisseur du service, de façon massive, de façon inattendue, avec une certaine vitesse, et même sans que la forme, au fait, d'input ne soit contrôlée à l'avance. D'accord. Mais il y a aussi, comment on appelle ça, les archivages de tout ça, le stockage, voilà. Oui. Parlons avec le mot stockage. Oui. Comment est-ce que ça se fait, ce stockage-là? Moi, je suis sur mon téléphone, j'échange de faire des photos, et par moi-même, d'abord, pour pouvoir manipuler mon téléphone, quand il est neuf, on vous demande d'autoriser. Pour faire les photos, il faut autoriser. Pour toute action, on vous demande d'abord d'autoriser. Qui est celui qui demande d'autoriser? Et pourquoi il demande? Avant que je ne pose la question sur le stockage. Donc, qui est celui qui demande d'autoriser? C'est celui qui vous donne ce service-là. Donc, il faut se dire qu'un téléphone, c'est un système d'exploitation. Et donc, derrière ce système d'exploitation, il y a un fournisseur, un géant,
c'est connu souvent sur Google, Android, en fait, et Apple aussi, iOS. Mais si on prend par exemple le cas de Google, donc Google va fournir ce système et des particuliers ou des entreprises vont développer des applications pour vous donner des services particuliers, spécifiques. Et donc du coup, on ne connaît pas d'avance l'intention de ces entreprises-là et l'intention de ces particuliers. C'est vrai que, en fait, Google, à son niveau, scanne l'application à l'avance pour savoir s'il y a certaines informations auxquelles ces gens-là veulent accéder sans votre permission. Donc, du coup, avec le temps, il y a eu des autorités de réglementation qui ont poussé ces géants-là qui fournissent ces services-là à demander aux fournisseurs un certain nombre d'autorisations préalables de l'utilisateur final. Et donc, c'est pour ça que souvent, on vous demande autoriser ceci, autoriser cela. Et dites-vous que quand on vous le demande, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que votre téléphone n'est pas ouvert à tout. Donc, il faut toujours faire attention. Regardez ce que vous êtes en train d'autoriser avant d'accepter. Oui, mais vous avez un appareil téléphone, oui. Vous venez de l'acquérir, oui. Vous voulez faire des photos, on dit autoriser. Mais après aussi, je prends l'application, je prends le messagerie, Messenger, WhatsApp qu'on utilise. Vous voulez faire une photo directement, ou vous voulez faire une photo, on vous demande d'autoriser. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous demande l'accès à la photo. C'est ce processus-là, je ne comprends pas. Oui. Pourquoi est-ce qu'on demande cette autorisation? Puisque vous avez déjà l'article. L'appareil doit avoir accès à votre galerie, par exemple, à l'ensemble. Voilà, on dit autoriser l'appareil d'avoir accès à votre galerie ou avoir accès presque à tous les fichiers. Pour une seule application, c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce que si vous refusez aussi, vous ne pouvez pas faire l'opération. Oui, pourquoi il demande ça? Comme je viens de le dire, lorsque vous installez une application, vous avez le droit, vous avez le choix d'autoriser permanemment l'application à accéder à toutes les ressources de votre téléphone. Vous avez le droit d'autoriser cette application à accéder au moment où vous êtes en train de vouloir utiliser les services. Vous avez aussi le droit de ne pas accepter tout ça. Et donc, pourquoi cela? Parce que si vous autorisez permanemment l'application à accéder aux ressources comme la caméra ou aux ressources comme la localisation, elles peuvent être en train de vous pister. Elles peuvent être en train d'avoir une meilleure connaissance de votre positionnement, de vous écouter à votre insu à des fins publicitaires le plus souvent. Et aujourd'hui, lorsque vous autorisez, quand on se rend compte qu'il y a une application qui a accès à tout ça, certaines autorités de surveillance peuvent contacter ces applications pour avoir votre position, pour avoir des photos à votre insu de là où vous êtes. Donc c'est pour ça que ces autorisations sont nécessaires. D'accord, mais maintenant parlons stockage. Oui. Qui stocke, c'est où c'est stocké, c'est comment ça se passe le stockage de toutes ces données-là? Parce que c'est beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, de messages échangés. Oui, donc là ça dépend du type d'application. Donc il y a ce qu'on appelle le cloud, ou en termes français le nuage. Oui. Donc aujourd'hui, pour permettre à n'importe quel développeur d'application d'être fluide dans son processus de déploiement, les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs de nuages ont développé des espaces de stockage pour eux, et en conjonction aussi avec des algorithmes de calcul qui les permettent d'avoir une meilleure connaissance de ceux qui utilisent les services, ou même pour faciliter l'accès à ces données partout où ils sont, et sans avoir à bourrer les téléphones de ces images-là, ou au fait avoir une copie de ces différentes informations comme images et vidéos sur ce nuage, en sorte que même si la personne change de téléphone, même si la personne utilise plusieurs terminaux en parallèle, elle peut avoir accès à ces mêmes informations. Donc le stockage est fait sur des serveurs qu'on appelle des data centers, qui sont distants, au fait, qui ne sont pas proches de vous nécessairement, qui sont stockés, qui sont installés dans des endroits vraiment assez reculés et protégés pour faciliter l'accès à ces services-là. D'accord. Au Burkina, il y a eu ce débat-là il y a en gros 3 ou 4 ans, oui. Pour d'ailleurs ces questions de cloud, où au niveau du ministère de la fonction publique, ils étaient en train de développer vraiment le numérique. Et certains ont dit non, ils ne sont pas d'accord qu'on envoie les informations sur le cloud parce que c'est les informations sensibles, c'est leurs données à caractère personnel. Et donc, ce n'est pas normal. Et ils ne sont pas d'accord parce que, voilà. Alors qu'en même temps, la question aussi qui avait été opposée en face, c'est de dire, mais quand vous partez en banque, vous donnez les mêmes informations à caractère personnel. Vous pensez qu'on les stocke où? Donc, la question, c'est... quand vous stockez, pour un pays comme le Burkina Faso, si nous avons, en général, c'est où nos données sont stockées. Est-ce qu'on a notre propre nuage?
Pour le Burkina Faso ou bien pour de façon générale pour les applications? Oui, au Burkina, oui, pour le Burkina Faso. Par exemple, le ministère, je dis bien le ministère de la fonction publique dans la numérisation et tout, si le ministère a besoin de stocker les données, comment est-ce que le ministère, par exemple, peut procéder? Donc, quand les données des fonctionnaires burkinabés, par exemple. Donc, dans ce qui est stockage de données, en fait, il y a un ensemble de réglementations liées à la confidentialité des données. Donc, liées aussi au type de données. Si c'est des données, au fait, qui sont militaires, associées à la défense, si c'est des données gouvernementales, si c'est des données aussi à caractère, au fait, qui contiennent des données à caractère personnel. Donc, ce qui se passe, il y a un certain nombre de certifications de ceux qui stockent les données, qui permettent de scanner et de savoir si ces informations-là, si elles sont de ce type de nature, sont bien préservées. Donc maintenant, pour un pays comme le Burkina Faso ou d'autres pays en Afrique, on peut parler de souveraineté des données. Donc et là, dans ce cas, on peut créer des espaces de stockage pour inviter les acteurs publics, au fait, et même certains acteurs privés, à rediriger le stockage de ces données-là vers ces centres-là. Donc ce sont des clouds qui peuvent être dits clouds nationaux pour préserver, au fait, l'accès de ces données-là à des acteurs étrangers. Est-ce que vous avez connaissance, est-ce que ces clouds nationaux existent déjà pour ce qui concerne le Burkina? Oui, ça existe. Je pense qu'il y a un projet G-Cloud et je pense aussi qu'il y a une agence, l'ANPT, qui gère un certain nombre de clouds. Donc en la matière, il y a un premier pas qui est fait. Mais je pense que aussi, pour que ce domaine-là puisse être vraiment dynamique, il faut que des acteurs privés se lancent dans cette course. Parce que les institutions, quand on dit gouvernemental ou bien quand c'est régi par le public, le développement, au fait, est souvent lent, notamment en termes de compétences du personnel, notamment en termes de scalabilité des infrastructures et aussi en termes de connectivité. Donc, pourtant, quand c'est des acteurs privés, ils peuvent déployer tous les moyens et surveiller la bande passante, surveiller le niveau de sollicitation des différentes infrastructures, augmenter ces infrastructures-là au besoin, et même avoir recours à des partenaires étrangers ou à des partenariats avec d'autres géants de la technologie pour les accompagner dans la mise à jour des compétences des personnels et autres. Alors, c'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous recevons Daouda Konkobo, burkinabé, comme son nom l'indique si bien, mais basé au Maroc, qui travaille dans l'intelligence artificielle. La parole est à vous, juge Jouffava. Notre convoqué du jour, dans son argumentaire vers la fin, a dit quelque chose que j'avais déjà entendu lors de la rencontre des patrons le week-end dernier, parce que c'était l'IA qui était au cœur de la rencontre. Il y a l'ancien premier ministre Lassine Azerbo qui a dit ceci. Il a enjoint, en tout cas les patrons, il a enjoint le privé à soutenir la recherche dans le cadre de l'IA. Et il a dit que ailleurs, c'est pas l'État qui pousse en fait la recherche, c'est plutôt les entreprises qui, selon leurs besoins spécifiques, encouragent la recherche et, on va dire, l'orientent au regard de ses besoins. Chez nous, on a l'impression que nous sommes que des usagers, des utilisateurs, c'est-à-dire que quand ça se crée là-bas, nos entreprises reprennent d'ici et puis on avance. Est-ce que vous sentez que ce paradigme est en train de changer? Est-ce qu'il y a un privé africain qui commence vraiment à booster la recherche dans ce sens-là pour qu'on ait une offre domestique en la matière? Ok. Donc, il faut se dire que le monde de la recherche, même à l'Occident, s'est beaucoup transformé. Okay. Donc, initialement, la recherche se faisait dans le monde universitaire. Et en Occident, la recherche s'est transportée dans le monde de l'entreprise. Okay. Et donc, pourquoi elle s'est transportée? Parce qu'on s'est rendu compte qu'une entreprise manipule la data, des données. Et ces informations que l'entreprise manipule veut tirer profit de ces données-là, notamment pour des enjeux commerciaux de marketing, une meilleure connaissance des clients, une meilleure connaissance de l'activité, un dimensionnement meilleur des différentes ressources utilisées. Et donc, ceci les a invités à collaborer avec des laboratoires de recherche. Et ces laboratoires-là ont mis à disposition un certain nombre de méthodes mathématiques ou informatiques, on peut dire, pour les aider à prendre la décision meilleure. Maintenant, en interne, dans ces entreprises, ils ont accueilli ces laboratoires
laboratoires-là, des éléments de ces laboratoires qui étaient proches de ces entreprises-là pour comprendre au mieux ses besoins. Donc, et ce qui se passe chez nous, au fait, ça devrait suivre le pas. Mais malheureusement, au fait, les entreprises n'ont pas eu initialement ce type de partenariat, laissant les centres de recherche, les universitaires à eux-mêmes, en train de faire une recherche qu'on peut dire pas vide, mais c'est des recherches sans... Dans le bulle, en fait. Voilà. Dans le bulle. Donc, du coup, au fait, aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est en train de consommer les technologies qui ont été déjà développées. Mais c'est une bonne chose. Ça nous permet de nous mettre à niveau plutôt que d'essayer de refaire la roue elle-même. Et d'ailleurs, dans le monde de la technologie aujourd'hui, on ne peut pas, au fait, être en déphasage. C'est un train qui est en train de partir. Il faut s'accrocher. Et aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle parce que c'est le moment. Et celui qui va s'arrêter, il est le perdant. Et donc, une autre façon de parler de recherche aujourd'hui, c'est l'innovation. Parce que toute recherche, le but, c'est pour innover quelque part. On ne fait pas de la recherche juste pour avoir des résultats, simplement comme ça. Donc, et l'innovation, ça intéresse beaucoup l'entreprise. Et il y a des techniques d'innovation qui sont beaucoup plus aptes en entreprise et qui permettent à l'entreprise de tirer profit, au fait, des interactions qu'elle a avec ses différents partenaires ou avec les différents clients qu'ils ont et aller vite. Et l'intelligence artificielle s'invite en ce moment, avec ce qu'on appelle un ensemble de méthodes informatiques ou un ensemble de codes qui sont mis à disposition des différents développeurs, qui sont mis à disposition des différentes entreprises même via des API qui sont fournis par les géants du cloud, comme on vient de le dire. Oui, justement, lorsqu'on parle de l'IA, oui, notre continent a sa réalité, qui est, je vais dire qu'il y a une double vitesse dans les mêmes pays. Oui. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, ça va d'abord avec des données. Parce que derrière, c'est ce qu'on traite. Et la matière, c'est des données d'abord. Oui. Alors que pour les données, il faut la digitalisation. On est dans beaucoup de nos administrations encore dans des paperasses. Oui. Où, c'est-à-dire que ce type de données-là, c'est pas accessible pour traitement. Je veux dire, on ne le rend pas accessible pour traitement automatique ou quoi que ce soit. Oui. C'est-à-dire, c'est encore l'homme qui de mémoire se rappelle que bon, il y avait une affaire sur laquelle on avait travaillé. Vous vous rappelez, non, l'année passée, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne très souvent. Et ça, c'est un peu dangereux. Est-ce que ça, ce n'est pas un gros problème? Est-ce que ce n'est pas d'abord la digitalisation de nos administrations, de nos services? C'est-à-dire que rendre nos données d'abord accessibles à la machine, ce n'est pas le grand défi même d'abord. Effectivement, c'est pour ça que tout de suite on a parlé d'innovation. Et donc aujourd'hui, la première étape, comme vous l'avez dit, c'est la digitalisation. C'est ce qu'on dit le plus souvent, la transformation digitale. Et donc nos administrations, nos entreprises ont besoin de capturer l'interaction qu'ils ont avec les différents utilisateurs ou au fait avec leurs différents clients ou même leurs partenaires, de capturer ces différentes informations dans des bases de données. Simplement. Et ces bases de données-là sont alimentées via des applications qu'on dit souvent, le plus souvent des applications mobiles, des applications web ou même des applications desktop. Donc malheureusement, comme vous l'avez dit, dans certaines situations, on donne des formulaires papier aux gens de les saisir, pour saisir. Et ensuite, en fait, ça rend difficile toute extraction. Mais il y a des méthodes qui sont avancées aujourd'hui, qui permettent de récupérer de l'information de ces formulaires-là. Donc, je ne l'ai pas précisé au début, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs méthodes. Il y a ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Donc, computer vision. Là, en fait, on permet à une machine, à travers une caméra, de regarder un espace. De reconnaître dans cet espace-là des visages, de reconnaître dans cet espace du texte, de reconnaître dans cet espace-là n'importe quelle information qui est située. Et donc, on a des techniques, au fait, d'OCR, ça veut dire qui permettent de reconnaître des caractères dans les formulaires-là. Et par suite, on peut absorber tout ce qui est dans tous les formulaires et les mettre dans des bases de données pour des traitements. Donc, je pense qu'une première étape consiste à scanner toutes ces différentes archives dont vous avez parlé pour avoir une vraie base de données. Et aujourd'hui, la puissance des algorithmes et les différentes capacités de stockage nous permettent de le faire. Et vous allez voir que beaucoup d'informations vont surgir. Je peux prendre un peu l'entrée en jeu de l'actualité, de la nomination d'un DG
Donc, si par exemple tous les différents documents de nomination étaient consignés dans une même base de données, si toutes les nominations préalables étaient au fait soumises à cette base de données avec des algorithmes pour vérifier qu'est-ce qui se passe, on n'en serait pas là. Donc, je pense que dans un pays au fait, en phase de transition, on doit penser à mettre en place ce type de base de données-là. Vous pouvez imaginer un jour qu'à chaque fois qu'un conseil de ministre se passe, une intelligence artificielle sort un certain graphe et dit voici telle personne, voilà les précédentes nominations qu'elle a eues, et de façon visuelle et synthétique, le grand public, monsieur tout le monde, peut voir quel est le parcours de la personne, où elle a été avant d'être là, et toutes les nominations qu'elle a eues. Ça, c'est possible aujourd'hui en scrapant, quand il dit en scrapant, en récupérant les différents documents, différents comptes rendus des conseils des ministres et en les soumettant à la machine pour traitement. Mais là-dessus, est-ce que nous-mêmes, dans notre fonctionnement, on n'est pas récessif à l'outil même? Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone. Oui. Il y a le téléphone qui est avec nous. À un certain niveau, vous prenez une photo, vous traduisez en texte. Oui. Vous n'avez pas besoin de reprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de reprendre le texte, là, le retaper encore. Oui. Juste la photo, vous pouvez faire la traduction en texte. Oui. Donc, il y a des facilités qui sont tellement données aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas l'agent lui-même qui commence à devenir un peu récessif à la machine, où il est tellement habitué à la paperasse qu'il continue comme ça, alors qu'il y a une alternative qui facilite tellement le boulot? Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est pas la sensibilisation qui manque quelquefois dans nos administrations? Oui, effectivement, il se peut qu'il y ait de la sensibilisation, mais le problème le plus important, si vous proposez une innovation à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, qu'il faut calculer à l'avance, qu'il faut bien analyser, faire un ensemble de schémas pour lui, pour son changement. Mais en réalité, lorsque cette analyse est faite, il n'y a même pas besoin de faire un schéma de changement. Les téléphones sont arrivés. Est-ce qu'on est passé par-ci, par-là pour communiquer et expliquer c'est quoi un téléphone à quelqu'un? Est-ce que vous avez vu WhatsApp passer, faire du porte-à-porte pour expliquer aux gens comment utiliser leur application WhatsApp? Et je pense que, au fait, les différentes innovations dans l'administration doivent aussi suivre le même chemin. Si jamais on fait des innovations qui leur permettent de s'en approprier assez facilement, les gens n'auront pas de problème à ça. Mais les gens créent un mythe autour de la technologie. Les gens créent un mythe autour de tous les services associés à l'informatique. Du coup, lorsqu'on propose même une application, ça induit beaucoup même de formation tout autour. Et ça, c'est budgétivore, ça consomme du temps et ça stresse monsieur tout le monde qui n'a pas nécessairement, qui n'est même pas réceptif à la technologie, mais pourtant qui a un téléphone. Donc ça veut dire que c'est la façon de proposer l'innovation qu'il faut revoir. Oui, mais ça vient derrière la tête, il y a beaucoup d'éléments qui cognent. Oui. Quelquefois ici, on se rend compte que même le B.A.B.A., c'est-à-dire que ce qui devait paraître trivial là, ça a du mal à passer. Je prends un exemple, monde estudiantin. Oui. On dit on va plus s'aligner avec les tickets comme on connaissait là. Oui. Ils vont trouver un moyen avec ça là, ça posait problème. Alors qu'on se dit ça c'est des technologies même dépassées, ça ne devrait plus être. On vous dit que même pour la gestion de ça, c'est un problème. C'est quelquefois la mauvaise foi, ou bien, je dis quelquefois, on se pose la question, ou bien on dit, cette année-là, sur le concours, on va passer comme ça. Et on vous dit non, et le problème c'est que les gens ont mal scanné. Quelquefois, vous vous demandez, c'est la mauvaise foi ou qu'est-ce qu'il y a? On s'organise pour rejeter l'innovation ou bien c'est aussi parce que derrière cette avancée technologique fait perdre des emplois à certains. On ne peut pas tout de suite accuser la perte d'emploi, parce que ce n'est pas celui qui perd son emploi même, ce n'est pas de lui tout de suite qu'il s'agit. Et on peut parler de mauvaise foi, mais il ne s'agit pas aussi de la mauvaise foi, parce que toute la technologie est faite en réalité pour faciliter la vie des gens. Donc, quand vous avez parlé d'exemple des tickets, malgré tout, les gens ne vont pas utiliser le téléphone, ils vont revenir pour s'aligner, ainsi de suite, à la traditionnelle. Ça veut dire qu'il y a un problème de sensibilisation depuis le bas âge. Donc, ce qui peut être pertinent, c'est pour nos administrations de considérer dans le cursus scolaire des personnes des modules qui sont en rapport avec la technologie, pour que les gens soient averses à ces nouvelles choses-là et qu'ils les acceptent facilement.
Parce qu'il ne faut pas leur dire qu'en réalité, on utilise sa ressource. Il faut lui dire qu'en utilisant ça, vous gagnez ceci en plus. Je pense que si on va dans cette approche-là, où plus tu utilises, plus tu réduis, tu gagnes un ticket, tout le monde va l'utiliser. Il ne faut pas l'imposer comme ça. Et c'est progressif, c'est gradué. Donc, si on vous écoute, l'avancée technologique est une bonne chose. Oui. Personne ne le conteste. On doit tous y aller, mais en même temps, on parle beaucoup aujourd'hui, comme on parle d'intelligence artificielle, on parle beaucoup aujourd'hui de ChatGPT, oui, alors qu'il n'est pas exempt de fautes. On l'a vu même récemment avec des questions qui lui ont été posées où il a répondu à côté. Vous avez semblé dire que dès lors qu'on aura digitalisé un certain nombre de choses et que la machine aura intégré ça, il pourra donner les réponses à toutes les questions qu'on se pose en prenant l'exemple sur cette nomination du DG de l'ONEA et qu'il pourrait recenser tout ce qui concerne cet individu ou cette situation pour aider à la décision. Oui. Est-ce que parfois aussi il n'y a pas de marge d'erreur avec ces machines? Oui, il y a une machine même, c'est l'erreur. Lorsqu'on parle d'un modèle, ça veut dire quelque part que c'est une simulation de la réalité et ne peut jamais être à 100%, ne peut jamais donner des résultats corrects à 100%. Donc c'est vrai, pour le cas de ChatGPT, il se peut que souvent vous lui posez une question et qu'il vous réponde totalement à côté de la plaque. Donc cela veut dire que, en fait, lui, il prend sa décision où il vous donne la sortie selon les informations qu'il a. Et une intelligence artificielle, c'est les données à la base. Donc sur la base des informations qu'elle a recueillies, elle va répondre à vos questions. Donc, comme vous l'avez dit aussi tout de suite, si demain l'administration publique se met à digitaliser tous les différents actes, toutes les différentes nominations, toutes les notes et tout ça, on peut développer un modèle GPT sur la base de ces données-là et permettre à un citoyen, un grand public, de rentrer, poser une question comme elle parle. Et elle aura une réponse. Mais sans donner, la machine souvent peut donner une réponse à côté de la plaque, ou souvent même peut s'excuser de ne pas pouvoir répondre. Et donc l'erreur fait partie des différents algorithmes qui sont utilisés en interne. Alors l'erreur fait partie des différents algorithmes. Nous dit notre convoqué du jour, il s'appelle Daouda Konkobo, il est spécialiste de l'intelligence artificielle, il est basé au Maroc, mais c'est un Burkinabé bon teint. Il est là sur notre plateau pour parler donc de ces sujets qui nous concernent tous. Oui, je vois que les deux juges veulent intervenir. On donne d'abord la parole à qui? Bon, à Bernard Bougman. Oui, quand on parle de l'intelligence artificielle, l'actualité c'est ChatGPT, où vous lancez un mot ou une phrase et puis vous sortez toutes les informations. Beaucoup d'élèves d'ailleurs s'intéressent à ça pour les exposer. Même en France cette année au baccalauréat, ils l'ont testé pour voir en fonction de la qualité des réponses qu'est-ce que ce logiciel ou cette application a la capacité de faire. Ça commence effectivement à être dans le domaine de l'enseignement où souvent quand on demande aux élèves d'aller faire des recherches, ils utilisent à souhait. Même chez nous au Burkina Faso, voilà. Donc, voilà un débat qui a concrètement posé dans le domaine de l'éducation, où l'enfant va sortir des résultats qui en réalité ne sont pas des résultats qui sont venus par ses recherches personnelles. Alors qu'il allait chercher aussi, puisqu'il allait chercher sur Internet, il a tapé. Donc, puisque c'est aussi un travail de recherche. Voilà, mais ce n'est pas... Il a fait du copier-coller. Exact, il a fait du copier-coller, légèrement modifié parfois. Voilà. J'ai dit il y a un débat qui fait rage, qu'en pensez-vous? Donc aujourd'hui, il faut se dire que c'est vrai que ChatGPT utilisé dans le contexte de l'éducation par des élèves peut poser problème. Effectivement, ça réduit leur effort de recherche, comme vous l'avez noté. Et même s'ils sont allés en ligne, maintenant, aller en ligne, ce n'est pas nécessairement faire des recherches ou taper sur Google un terme de recherche. Ça ne veut pas dire qu'on a fait des recherches. Le processus de recherche, c'est de compiler un ensemble d'informations, de faire une synthèse. Donc, aujourd'hui aussi, il faut noter qu'il y a des intelligences artificielles qui permettent de détecter si un contenu a été produit par une intelligence artificielle. Ok, ça c'est possible. Oui, et ça c'est possible. Et donc, moi je pense qu'il faut laisser les jeunes regarder ce que leur propose l'intelligence artificielle, confronter entre eux
en fait les différents résultats. Et en revanche, les enseignants et les différentes législations ou les autorités doivent disposer de certains outils pour vérifier si tout ce qu'elles proposent viennent d'une intelligence artificielle, ou de voir comment est-ce que ce travail initial, peut-être qui est initialement produit par une intelligence, a été modifié et raffiné par la main humaine. Alors, parce qu'aujourd'hui, ce qui est possible, vous faites un mémoire, bon, comme on appelle ça, c'est possible de vérifier pour voir est-ce que ça n'a pas été l'œuvre d'un plagiat, et jusqu'à quel niveau de pourcentage de plagiat on peut tolérer, tolérer, je dis bien, ou bien vous demander de reprendre. Mais effectivement, à vous entendre parler par rapport à une telle situation, il va falloir que les écoles, les établissements aussi se dotent d'outils d'expertise ou de contre-expertise pour valider le document et se dire qu'effectivement c'est une recherche personnelle, mais ça a été seulement généré par l'IA. Exactement. Donc effectivement, toutes les administrations, les établissements doivent aller dans ce sens-là. Mais il faut se dire qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui sur Internet, il y a tellement d'informations qui ont été produites depuis l'avènement d'Internet que permettre à la machine de vous guider est une très bonne chose. Je dis bien de vous guider, pas de faire les pas pour vous. Pas de faire le travail à votre place. Exactement, parce que si c'est pour la recherche, je fais des recherches sur plusieurs moteurs de recherche, je rassemble, je collecte, je traite pour pouvoir construire quelque chose de cohérent. Mais là, il vous livre l'information de façon cohérente, avec parfois même un grand 2, grand 3. C'est comme s'il a fait effectivement tout l'exposé à la place de l'élève, alors que dans l'autre cas, l'enfant a pris les informations sur Internet, mais il a fait un travail d'intelligence pour organiser, archiver, enlever des choses qu'il veut garder ou ne veut pas garder. Bon, voilà. Mais là, en un clic, tout lui est donné. Oui, oui. Et ça, c'est lié à la puissance des algorithmes. Et si souvent vous voyez que cela est bien fait, semble parfait, c'est parce que des algorithmes qui sont derrière, qu'on appelle souvent en fait des algorithmes génératifs, qui permettent à une intelligence artificielle de créer du texte ou de créer une image qui ressemble à une réalité qu'on a décrite dans le texte, ou de créer une vidéo qui ressemble à un script totalement qu'on a proposé. Ça veut dire que les modèles qui sont utilisés sont assez efficaces. Maintenant, la réalité qui est là, c'est que l'esprit humain change progressivement. Donc, nos parents n'avaient pas les mêmes intelligences que nous, n'avaient pas le portable en fait dans leurs mains quand ils étaient tout petits. Et nous, on est peut-être nés un peu grands avec les portables, mais nos enfants sont en train de les utiliser. Ça veut dire qu'il faut accepter ça, parce que l'intelligence humaine même évolue. Et demain, il ne s'agira plus de parler du même type d'intelligence qu'on est en train de parler aujourd'hui. Les évaluations à l'école vont changer. Donc, hier, par exemple, il fallait bosser dur, apprendre par cœur certaines choses, faire plein d'exercices, faire beaucoup de travail dur pour mériter la première place ou de passer en classe supérieure. Demain, ce n'est peut-être pas ça. Donc, et on ne le sait pas encore aujourd'hui. Parce que même toutes les intelligences artificielles qui vont naître demain, on ne le sait pas encore aujourd'hui. Et ça va vite. Parce que si on prend le cas de ChatGPT, il y a de cela, en 2020, on n'entendait pas parler comme ça. Pourtant, ça existait. Et c'est simplement, au fait, parce que c'est arrivé dans les mains du grand public. Et quand quelque chose arrive dans les mains du grand public, les utilisations sont variées. Les cas d'application deviennent aussi intéressants, au fait, que la technologie elle-même mue. Et il y a de cela 20 ans, est-ce qu'on parlait de WhatsApp ? Il y a de cela 30 ans, on ne parlait pas d'un certain nombre d'outils qui sont dans notre quotidien aujourd'hui, les mails. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que puisque la technologie est en train de changer notre mode de vie, alors souvent, il faut laisser cette même technologie-là impacter notre intelligence. Et dites-vous que l'intelligence humaine, même s'il y a une machine qui semble avoir des capacités énormes de traitement d'informations ou de propositions vraiment pertinentes, l'être humain est encore beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il faut se dire que ces algorithmes s'inspirent du comportement biologique pour bien fonctionner, pour donner des résultats pertinents. Donc l'intelligence humaine aussi va évoluer. Seulement, il faut réduire la dépendance à l'utilisation de ces intelligences artificielles ou de la technologie. Alors, utiliser intelligemment l'intelligence artificielle, juge Geoffroy Vara avait beaucoup de choses à dire, mais on est déjà dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous recevons Daouda Konkobo. Je pense qu'on commence à entrer dans le cœur de l'enjeu. C'est-à-dire, c'est comment on utilise ça, à quelle fin. Oui. Est-ce que l'IA, voilà, est-ce que cette intelligence artificielle-là vient nous enlever une part
d'intelligence à nous, ou vient contribuer à affiner notre perception des choses. Tout à l'heure, l'exemple qu'il prenait était assez patent sur la question de la nomination. Il s'est dit, si vous demandez à une intelligence artificielle de vous sortir le meilleur profil à nommer, je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Maintenant, lorsque on a soi-même c'est-à-dire que dans un collège, on a soi-même des tendances et qu'on veuille vérifier s'il n'y a pas d'antécédent qui pourrait poser problème, si d'aventure un choix est posé sur eux, s'il n'y a pas un dossier caché qu'on a oublié, ça commence à devenir intéressant. Voilà pourquoi je dis, il y a des niveaux. Maintenant, il y a un autre enjeu aussi, peut-être ça on ne l'a pas abordé, et c'est l'impact sur les professions. Parce que ça oblige aussi le monde de l'emploi à s'adapter. Tout à l'heure, vous disiez, et ça c'est très utilisé aujourd'hui par ceux qui sont dans le domaine marketing et commercial, c'est qu'ils cherchent le profil, ils font en fait un genre de portrait de leurs clients, de leurs potentiels clients, sur leurs envies, leurs fréquentations, leurs choix et tout. Et ainsi, ça leur permet non seulement de donner ce qu'ils veulent, mais quelquefois même de travailler sur ce qui pourrait être intéressant pour eux. On est à ce niveau-là. Mais demain, celui qui est assis en train de regarder, voir les tendances, ça pourrait être un robot. Hein. Oui, et d'ailleurs celui même qui va payer pour les services, même pas seulement regarder les tendances, celui qui va payer pour nous, ça sera des robots. Ah, peut-être que ils vont finir par utiliser alors. Oui. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui dans certaines sociétés qui sont inondées par les technologies. Il y a des robots qui regardent permanemment et qui ont appris à vous connaître. Il y a des robots qui servent le café, oui. Qui balayent les routes. Non, ça va. Qui gèrent les feux tricolores. Oui. Et d'ailleurs, pour venir à cela, donc une des applications que je pense, parlant de feux tricolores et tout ça, donc c'est l'infrastructure routière, la gestion de la circulation. Un pays comme le nôtre devrait bien s'en servir pour optimiser au fait les différents trafics, pour revoir les différentes allocations sur certaines routes qui sont beaucoup plus fréquentées, pour comprendre qu'est-ce que le citoyen il fait avec sa moto ou avec sa voiture. Et je pense que c'est des domaines où l'intelligence artificielle doit s'inviter, surtout dans notre nation. Ce sont des domaines, on est malheureusement en fin d'émission, mais vous avez développé une start-up Allmobi. De quoi s'agit-il en une minute rapide? Donc c'est une start-up qui va permettre aux consommateurs de rester chez eux et de recevoir des notifications intelligentes sur les meilleures offres du marché qui sont disponibles. Et en retour aussi, on permet aux acteurs de la distribution, notamment les supermarchés et les différentes marques, de comprendre qui est en train d'acheter leurs produits derrière et de savoir s'ils veulent vendre tel produit, à quelle audience envoyer ça. Et de savoir aussi s'ils veulent vendre tel produit, est-ce que vraiment ce produit est demandé actuellement sur le marché. Donc en réalité, de connaître l'environnement commercial dans lequel ils évoluent. C'est ce que je disais. Donc, votre directeur commercial et marketing, là, il commence à avoir peur. Exactement. Parce que le patron est assis, il n'a plus besoin de son choix avisé. Donc, il faut se dire que dans certains domaines, l'humain aussi est très important. Donc, l'intelligence artificielle veut nous accompagner dans nos décisions, peut nous fournir beaucoup plus d'informations pertinentes pour décider, mais en fin de compte, la décision revient à l'humain. Donc on parle de techniques de prise de décision vraiment éclairées. Et il faut se dire que ça ne va pas se substituer au métier du marketeur, mais ça va changer sa façon dont il travaille. Et dans tous les métiers, en fait, quand on dit que des métiers vont disparaître, en réalité, parce que les différents changements successifs vont faire en sorte que les appellations initiales ne correspondent plus. Et aujourd'hui, dans le marketing, on parle de performance marketing. Donc, on parle de plusieurs catégories dans certains domaines, au fait, que les appellations initiales, on n'en parle plus. Oui. Bernard Bougman, 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Vous. Parce que moi, je vais demander si dans le domaine agricole, comment on peut l'appliquer. Parce qu'il a parlé du domaine routier. Est-ce que dans un domaine comme l'agriculture, c'est applicable et comment ça peut se faire? Effectivement, pour un pays comme le Burkina Faso, il y a certains secteurs où, au fait, il faut penser à l'intelligence artificielle. Je vais parler de l'agriculture.
je veux parler au fait de la gestion des infrastructures, je veux parler de l'économie numérique. Donc pour l'agriculture, l'intelligence artificielle peut aider à faire une agriculture de précision. Quand on dit une agriculture de précision, c'est simplement une agriculture dans laquelle on rationalise les différentes ressources, parlant d'eau, parlant de fertilisants et parlant même des choix des terres ou des cultures pour certaines terres et de l'accompagnement même des agriculteurs pour réduire leurs efforts quotidiens. Réduire les efforts quotidiens, vous avez dit que... Oui, vous voulez encore intervenir, Geoffroy? On parle de l'IA aussi, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est un outil de guerre aussi dans la main de certaines grosses nations d'influence, ou dans notre domaine comme ça qu'est le journalisme, ça a été utilisé pour produire des fake news. Beaucoup de fake news. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc, vous voulez que je réponde? Oui, bien sûr. Oui. Donc, en réalité, au fait, l'une aussi des applications de l'IA, c'est le contrôle de l'information, la gestion de toutes les informations qui transitent à travers les médias pour les catégoriser. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut analyser tous les différents commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux ou bien toutes les différentes publications et sortir une tendance globale et donner même l'avis des médias par rapport à un sujet donné. Et dans un pays comme le Burkina Faso, où on sent toujours qu'il y a beaucoup de débordements sur les médias sociaux, l'intelligence artificielle pourrait intervenir pour réguler, pour attendre, pour anticiper au fait les différentes tendances à venir suite à une certaine publication dans certaines régions, les différentes conséquences auxquelles il faut s'attendre. Donc, et parlant aussi de données personnelles dans... Ok, allez-y. Allez-y, terminez sur les données personnelles rapides. Bon, rapidement, c'est pour dire qu'en réalité, lorsque on parle d'IA, beaucoup, les données personnelles, ça suit l'ensemble des données. Donc, il faut faire attention à sécuriser les différents systèmes qui stockent les données pour que des malfrats, comme il a dit, ou bien des cybercriminels, des malveillants, oui, ne puissent pas accéder à ces informations-là. Donc, qui parle d'intelligence artificielle aussi, parle de la gestion des données personnelles, parle de la sécurité, parle aussi d'une certaine éthique, au fait, pour ceux qui conçoivent les différents systèmes d'intelligence artificielle. Beaucoup de choses à mettre donc en synergie. Il y a le pile, il y a le face, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Essayons tous de travailler au bon côté des choses et tirons le plus profit de cette intelligence artificielle. Tirons intelligemment profit de ces nouvelles opportunités. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité consacrée aux enjeux et aux défis de l'intelligence artificielle. C'est un sujet vaste, on n'a pas pu faire tout le tour. On était avec Daouda Konkobo, entrepreneur cleantech, data scientist et fondateur de la start-up All Mobile. Merci, Monsieur Konkobo, d'avoir honoré notre convocation. Et merci, juge Bernard Bougman. Merci, président. Merci, juge Geoffroy Vara. Merci. Merci à toutes nos équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage à toutes nos forces combattantes et courage à chacun sur son front de travail pour l'œuvre commune de sauvegarde et de restauration de la patrie. Mais n'oubliez pas que beaucoup peuvent avoir ce que vous avez, mais personne ne peut être ce que vous êtes. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.